Hey, salut, ici Francis Letourneau. J'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Bonjour Andréane, comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis heureuse d'être ici. Puis je veux faire une parenthèse. C'est beau chez vous, c'est accueillant. Je suis sûre que c'est pas dur de trouver des gens pour travailler avec vous autres. Non, effectivement, on n'a pas de misère avec la main-d'œuvre, mais merci beaucoup parce que c'est important pour nous, la qualité, puis justement cet accueil-là de l'humain. On est beaucoup là-dedans. Nous, tout le monde travaille en présentiel. Il n'y a personne en télétravail. Fait que, on est souvent au bureau. Fait qu'il faut que ce soit le fun, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit efficace. Mais on le sent. Ah ben, merci beaucoup. Puis là, aujourd'hui, on va parler de voix, de sonorité, puis de communication aussi, d'une façon que... Tu as quand même une façon assez... je veux pas dire spéciale, mais unique. On va dire unique. Tu peux dire ce que tu veux. Je me suis déjà fait traiter de tout dans ma vie. Excentrique, folle, bizarre. Mais c'est correct, je l'assume. Ben oui, c'est ça. On est tous bizarres à notre façon. Fait que je vais te faire ta petite présentation. Si tu veux me corriger, tu me corrigeras. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, ça va faire un petit 30 secondes pour apprendre à te connaître. Passionné d'échanges d'humains. T'agis pour que tes messages passent beaucoup plus et mieux, puis tout ça concrètement, parce que c'est très important aussi. T'as creusé les effets des sonorités, dont celle des 6 éléments de sonorité de la voix, sur les cerveaux et les comportements humains. Et tu t'intéresses aux effets de la respiration optimale sur le confort physique et mental, puis tout ce qui est par rapport à la communication de l'humain. Tu as un bac en faculté de médecine et une maîtrise en troubles de parole, langage et audition. C'est un bon résumé, ça? Ah, c'est pas mal ça. Ouais. C'est pas mal Puis ça. t'es coach, évidemment. Je l'ai pas dit. Mais... coach, en fait, moi, je suis une thérapeute de la communication humaine, troubles de parole, langage, audition. Quand tu es membre de l'ordre professionnel, ça s'appelle orthophonie audiologie. Puis quand tu n'es pas membre, ben là, tu peux plus utiliser orthophonie audiologie. Et moi, j'ai fait le choix conscient de plus être membre parce que mon approche est plus large que ce qui est normalement fait par les orthophonistes et les audiologistes. Mais moi, l'aspect intégratif, global, les liens... c'est pas vrai que le corps humain, tu découpes tout ça en morceaux puis qu'il n'y a pas d'influence énorme de la racine des cheveux jusqu'aux orteils. Fait que je préférais continuer avec ma vision plus globale. Ouais. Puis c'est quoi que ça fait une coach quand c'est pas nécessairement pour chanter, là, c'est pour tous les humains, ça t'aide à chanter aussi? Oui, ça c'est mon loisir dans le fond parce que moi-même j'ai chanté. Oui, j'ai coaché des gens même qui ont fait jusqu'au Centre Bell puis la Place des Arts. Donc, je coach professionnellement quelques artistes de scène, comédiens ou chanteurs ou imitateurs, personnificateurs. Pour les gens qui ont déjà vu Beatles Story Band, j'étais dans l'équipe, j'étais la coach de voix et reproduction, etc. Mais la grosse majorité de mon temps, je le passe à aider les gens qui parlent dans leur vie quotidienne. Peu importe ce que tu fais dans la vie, tu as des messages à passer. Ouais. T'as soit que tu vas être en échange avec les gens ou soit que c'est à sens unique. Bon, à sens unique, le moins possible, mais des fois, tu as quand même des informations à passer, des avertissements à donner. Mais t'as beau être la personne la plus compétente au monde, la plus passionnée, la plus expérimentée, si ça se reflète pas dans ta façon de le transmettre, t'arrives pas à créer assez d'intérêt de la part des gens à qui tu t'adresses ou avec qui tu veux parler pour que ça puisse durer assez longtemps, pour toutes les passer, tes informations. Mais encore plus important que ça, passer les informations, ça se décortique en plusieurs étapes. Il y a entendre, puis si
entendre, c'est bien, bien, bien forçant pour toutes sortes de raisons qu'on va reparler tantôt. Il reste plus d'intérêt puis d'énergie pour faire quelque chose avec ce message-là. C'est beau, là, l'entendre, là. « Hey, écoute-moi, là, tu m'as pas écouté, et tu fais pas ce que je t'ai demandé, tu m'as pas écouté. » Mais il y a plein d'autres étapes entre entendre, écouter, puis passer à l'action. Puis chacune des étapes prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Fait que nous, quand on parle à quelqu'un ou avec quelqu'un, on est responsable de rendre notre façon d'exprimer notre message tellement confortable puis intéressante. Puis là, je parle pas de faire le clown, là. Mais on est responsable de faciliter la première étape de mes idées vont devenir des sons, puis ces sons-là, ils vont se rendre facilement jusqu'à ton cerveau. Après, toi, tu vas avoir la job de faire quelque chose avec ça. Mais je te facilite la première étape. Il va te rester de l'énergie pour faire toutes les autres qui sont bien importantes. Ouais, c'est ça. Puis oh, vas-y. Ben, j'allais dire, c'est une clé qui débarre ou qui barre la porte pour avoir accès au cerveau des autres, carrément avoir accès aux autres. Puis toi, tu m'avais parlé que t'as 6 éléments, mais il y en a 3 particuliers que moi, ils m'intéressaient, entre guillemets, à connaître. OK. Tu sais, il y avait la respiration optimale. 2, c'est l'outil contre le syndrome de l'imposteur. Puis le 3e, c'est tous les éléments par rapport à la sonorité de la voix. Oui. Si on commence avec le premier, la respiration optimale, qu'est-ce que tu fais pour aider à produire la voix optimale que les gens écoutent puis t'entendent? La première chose avant même de produire notre voix, c'est d'établir un confort physique et mental à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que produire la voix, c'est pas juste pour faire du bruit, c'est qu'on met des idées en mots, en phrases, puis après en sons. Il faut être capable d'avoir de la fluidité dans notre tête pour que les idées se transforment facilement en mots, en phrases, puis en discours qui se tient, qui a de l'allure puis qui va être compréhensible. Fait que ça prend du confort mental. Puis physiquement, après, ben, faut qu'il y ait du confort dans le système neurologique qui envoie les commandes, puis les muscles qui répondent aux commandes pour les produire, ces sons-là. Et là, je vais vous montrer quelque chose de bien pas compliqué. Les poumons, c'est pas 2 sacs, c'est 5 sacs. Puis, c'est un peu comme des éponges. Les poumons ont une matière qui ressemble à des éponges. Puis quand on est stressé, ben autour de ces poumons-là, il y a la cage thoracique qui est maintenue par jusqu'à 6 couches de muscles. Si je suis pas confortable dans mon esprit puis dans mon corps, je suis tendue. Si je suis tendue, mes muscles se contractent. Si mes muscles se contractent, mes poumons se font écraser. Et là, ça fait que ni dans ma tête, les mots s'assemblent facilement, ni dans mon corps, j'ai l'air, la matière première, puis la souplesse de mes muscles pour être souple puis être à l'aise dans mon corps. Tout ça ensemble, ça fait que ce que je veux dire, ça sortira pas bien. Fait que la respiration optimale, j'aide les gens à comprendre, premièrement, les 5 sacs, c'est moi qui dois décider où l'air s'en va. C'est moi qui dois décider de dire à ma musculature, on se détend. Il y a des gens que ça part plus par la pensée, il y en a d'autres que ça part plus par forcer physiquement. On n'est pas toutes faites pareil, il y a des trucs différents, mais au bout du compte, on redonne de la souplesse à nos muscles, on repermet à l'air de rentrer dans nos poumons qui sont plus écrasés, puis on permet à nos idées de circuler, puis tout ça, ça se fait en même temps par des mêmes types d'exercices qui nous amènent à
un minimum de détente qui permet vraiment d'atteindre un niveau de confort physique et mental. Puis les 5 sacs que tu parles, est-ce que c'est toi qui métaphore ça ou c'est 5 sacs pour vrai? C'est 5 lobes pour vrai. Un 2 poumons. En fait, c'est qu'il y a un assemblage de 3 sacs du côté où il n'y a pas le cœur à droite. OK. Il y a un assemblage de 2 sacs du côté du cœur à gauche. Et il y a vraiment, si vous allez sur Internet voir des dessins de poumons qui sont pas juste caricaturés, on voit que la trachée, qui est le tuyau qui connecte avec le nez puis la gorge, qui s'en va vers les poumons, il se divise en 5. On voit les branches. Il y en a une qui va en haut vers un lobe supérieur, 2 autres, puis du côté du cœur, il y en a 2. Fait qu'il y a vraiment, le tuyau se divise en 5, puis ça va alimenter 5 sacs différents. Puis les 2 d'en haut, je les ai mis bleus parce que quand on envoie de l'air juste en haut, ben on peut manquer d'air puis virer bleu. Bon, c'est exagéré, là, c'est pas tout le temps comme ça, mais on se sent pas bien. On n'a pas assez d'air. Regardez, les jaunes, là, sont plus grands. Ça contient plus d'air. Puis, quand on est beaucoup contracté, c'est les 3 jaunes qui se font écraser par la musculature. Puis, il y a juste les bleus où l'air rentre encore puis sort encore. Ouais. Mais c'est des quantités trop petites. Ça fait faire une respiration trop courte parce que s'il n'y en a pas beaucoup, c'est pas long remplir, c'est pas long vider. Puis quand on respire vite, on envoie le message à notre cerveau qu'il y a quelque chose de dangereux. Mm-hmm. Puis là, il y a toute une chaîne de dominos, d'hormones qui se fabriquent, qui viennent garder la grosse contraction qui écrase nos poumons. C'est un cercle vicieux, là. Fait qu'il faut stopper ça. Puis comment t'envoies de l'air dans les autres poumons, dans les autres sacs? Dans les 3 sacs d'en bas, ben c'est ça. C'est qu'il faut vraiment qu'on apprenne. Premièrement, il y a des exercices physiques pour assouplir puis agrandir les muscles autour de la cage thoracique, donc les muscles ici, thoraciques et abdominaux. Parce que si j'écrase beaucoup ma bédaine, mes poumons, ils sont pas capables d'agrandir par en bas, ça devient bloqué, comme un système hydraulique. Fait qu'il y a des exercices de programmation mentale, d'arrêt, de contraction mentale, puis il y a des exercices d'arrêt physique, puis il y a des exercices d'assouplissement puis d'agrandissement qui font qu'on arrive à un volume au repos qui est de plus en plus grand. Fait que même quand on a une certaine contraction puis un certain stress, mais il nous en reste plus quand même d'utilisable. Puis tu sais, je sais que les gens... dans les poumons. Ouais, c'est ça. Les gens respirent beaucoup par la cage thoracique au lieu du diaphragme. Oui, bien, moi, là, j'ai beau avoir un bac à faculté de médecine, c'est des mots que j'utilise jamais. Parce que je préfère les images. Donc, j'aime mieux dire... Les gens vont respirer beaucoup des épaules parce qu'on voit les épaules monter. Oui. Tu dis à quelqu'un, prends un grand respire, il va faire... Tu sais qu'il respire mal et qu'il n'y a pas assez d'air. Si tu dis à quelqu'un, hey, prends-toi une grande respiration, puis la personne a fait... Tu dis, OK, cette personne-là, là, elle a déjà l'outil pour baisser le stress puis aller chercher la quantité d'air qu'elle a besoin beaucoup plus vite que... Ouais. Mais quand tu respires par le diaphragme ou le bedon, le ventre... Oui, c'est ça. Est-ce que automatiquement tu remplis tes autres poches dans le poumon? Le diaphragme, là, c'est comme un tapis qui est en dessous des jaunes. Puis il divise les poumons en haut puis le système digestif en bas. Puis il n'est pas plat, il est courbé comme ça. Puis quand on tire dessus, ça descend les poumons. Fait que ça appelle l'air dans les jaunes, dans les 3 sacs d'en bas. OK. Mais j'aime mieux dire respirer du ventre parce que même s'il n'y a pas d'air qui va dans le ventre, on voit le ventre bouger. On sait que les poumons ont agrandi vers le bas.
Puis, le système digestif, il n'y a pas d'autre choix que d'aller par en avant, mais c'est le signe qu'il y a une bonne quantité d'air en bas, à bonne place, qui est rentrée. Fait que moi, je préfère parler en image de respiration des épaules versus respiration de la bédaine. Ouais, puis tu sais, je te parlais avant qu'on enregistre que j'avais quelqu'un qui on fait des méditations souvent au bureau. Puis là, dans la méditation, on demandait juste d'inspirer puis de retenir le souffle 4 secondes, qui est pas beaucoup. Très peu. Mais là, la personne avait de la misère parce que c'est sûr qu'elle respire par en haut, par la cage thoracique. Fait que c'est ça que tu dis, c'est que là, c'est sur ton image, c'est les deux sacs d'en haut se remplissent, mais pas les autres. Fait que c'est dur. Tu sens que tu manques d'air très vite. Ton cerveau est capable de savoir que c'est quand même une quantité d'air qui est minime. Puis c'est pour ça que quand on respire par le haut, on respire vite puis souvent. Puis ça envoie un message au nerf vague, au cerveau et au nerf vague. Le nerf vague, c'est comme une multiprise qui a 10 organes qui est branché dessus, dont la gorge, dont les poumons, dont les organes digestifs. Puis là, quand on respire vite, on dit au nerf vague « danger ». Fait qu'il il fait contracter les organes, puis tes hormones dans ton sang font contracter tes muscles. Tu peux pas te sentir bien. C'est impossible. Ouais. Fait que d'apprendre la respiration optimale, ça fait qu'on se sent mieux en tout temps, qu'on est plus tolérant en tout temps, qu'on vidange mieux les cochonneries qui s'accumulent dans notre système en tout temps, qu'on manque pas d'air pour parler. Les fonctions sont multiples à apprendre, la respiration optimale. Là, c'est pas juste pour une fonction, ça aide dans à peu près tout dans notre vie. Ouais, c'est un gros changement. Puis c'est difficile au début quand t'es pas conscient là, voyons, faut que je respire par le ventre. Ouais. Mais quand tu prends cette habitude-là puis t'essaies d'être conscient régulièrement, c'est de plus en plus facile quand même. Oui. Puis, tu sais, les poumons, on sent pas nos poumons comme tels. Quand nos poumons s'agrandissent, on sent l'effet que ça a sur nos muscles. Puis quand on remplit plein la cage thoracique qui est autour des poumons, ben à un moment donné, tu remplis tellement que ça force un peu. On peut même finir par sentir un petit quelque chose qu'on sent jamais. C'est pas un chatouillement, c'est pas... Mais tu dis, bon, je sens quelque chose, un contact que j'avais jamais senti avant. Ben là, t'as vraiment rempli beaucoup. Fait que... Mais les poumons comme tels, tout seul, on les sent pas. Fait que oui, ça prend un entraînement pour jouer avec ça. Puis comment tu dirais à quelqu'un qui est pas conscient de sa respiration, c'est quoi la meilleure façon d'y prendre conscience? Qu'il respire bien ou non? Moi, je dis beaucoup aux gens de se filmer. Dis, à un moment donné, là, tu mets une caméra de côté pendant que tu travailles avec des gens, pendant que tu es en virtuel, pendant que tu parles à tes enfants, tu laisses ça, là, rouler, puis tu regardes des petits bouts, puis tu vas te voir comme... À chaque fois que quelqu'un arrive puis dit quelque chose qui t'énerve un peu, c'est les épaules qui montent au lieu de faire comme... OK, j'aime pas ça, ce que tu me dis, mais on va trouver une solution. La personne qui est en respiration des épaules, au haut du thorax, ben souvent, c'est juste le fait de se mettre à respirer vite. Hein? Mon Dieu, t'as-tu fait ça? Le cerveau, il part dans une autre direction de s'énerver au lieu de, en bas, là, dans le ventre, on ralentit les affaires. Ouais, j'aime vraiment pas ce que j'entends, mais viens, on va en parler, on va comprendre pourquoi c'est arrivé comme ça, puis qu'est-ce qu'on peut faire de différent. C'est pour ça le lien direct entre la respiration optimale, les 6 éléments de sonorité de la voix, le confort physique et mental, le type de phrase, le type de mot qui sort, parce que tout part, la commande générale, elle part toute de la même place. Fait que c'est toutes des manifestations
Puis là, on les comprend, on joue un peu avec, mais on va surtout aller travailler au niveau des commandes puis de l'état d'esprit général. En général, ça va envoyer des commandes différentes, puis on n'aura pas tant besoin de travailler mécaniquement comme une petite leçon de diction qui vient de l'extérieur. Ouais, ça va être intégré, sincère, profond, puis ça va commencer à devenir notre nouveau naturel. Moi, c'est de cette façon-là que je travaille. Travailler des choses de l'extérieur comme si tu étais un comédien. Ah, ben aujourd'hui, il faut que j'ai un accent anglais et ça me vient de l'extérieur. Et là, non, là, aujourd'hui, il faut que je parle comme quelqu'un qui a une grosse voix qui est ça me vient de l'extérieur. C'est pas ça que je veux, moi. Je veux que les gens intègrent des nouvelles façons de s'exprimer. Puis en même temps, je te demanderai jamais de changer ton essence profonde. C'est juste comment qu'elle sort. Ouais, c'est ça. Puis là, j'aimerais ça qu'on aille au point 2 de ton outil contre le syndrome de l'imposteur. Bon. Mais qu'est-ce? Oui. OK. Ben, peux-tu juste expliquer le syndrome de l'imposteur si jamais quelqu'un sait pas? Oui. Bon, on en parle beaucoup du syndrome de l'imposteur. C'est une expression que j'aime pas parce que venant du monde de la réadaptation, pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est quasiment une maladie mentale dans un livre de médecine en psychiatrie et ça fait en sorte que ça paralyse totalement les gens. Alors, il y a une contradiction quand quelqu'un me dit « Je suis allé faire une conférence, mais j'ai le syndrome de l'imposteur. » Ça se peut pas. Si tu as le syndrome de l'imposteur, tu refuses toute invitation à aller parler devant le monde parce que le vrai syndrome de l'imposteur, c'est totalement paralysant. Se poser des questions avant d'accepter d'aller parler devant les gens, puis bien se préparer, puis se remettre en question, c'est pas une maladie, c'est du professionnalisme, c'est de l'éthique, c'est sain. Moi, j'ai bien plus peur du monde qui se pose aucune question que du monde qui s'en pose. Maintenant, quelle question on va se poser, puis jusqu'à quel niveau on va s'inquiéter, puis qu'après ça, on va se dire, ben non, là, ça m'énerve trop, c'est pas pour moi, je vais refuser. Ou, je me suis posé des questions, je me suis répondu, ça va, je suis confortable, je vais y aller. La légitimité à nos propres yeux, c'est un des outils. Je l'appelle comme ça, c'est comme le contraire du syndrome de l'imposteur, mais le contraire du syndrome de l'imposteur, pas psychiatrique. Oui, c'est ça. Parce que je ne suis pas psychiatre, moi, là, puis je ne suis pas psychologue, puis je ne suis pas médecin. Mais je te parlais de l'état d'esprit tantôt. L'état d'esprit, pour moi, c'est une salade. C'est composé d'un paquet d'affaires, incluant ma conscience de ma valeur sans me péter les bretelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu m'invites ici pour venir parler de la voie de la communication humaine, de la respiration optimale, puis j'ai le syndrome de l'imposteur, puis je me dis, mon Dieu, je peux pas aller parler de ça, tout le monde va voir que je connais pas ça pour vrai, je vais dire non. On s'entend. Si je me dis, oui, j'ai envie d'aller en parler, me pose des questions, je t'ai posé des questions, on s'est parlé un peu. Si on n'a pas déterminé, je vais dire ça, tu vas répondre ça, mais le contexte, on l'a précisé. Là, il faut que j'aie assez de légitimité à mes propres yeux pour accepter de venir me mettre en danger devant un micro, devant une caméra. Faut que je sois assez convaincue à mes propres yeux que quand moi, je parle de ces 3 sujets-là, j'apporte quelque chose qui a une valeur réelle sans me demander d'être parfaite, sans me comparer, dire « Ah, je peux pas aller parler de ça parce que quand Chosebin en parle, c'est meilleur que moi. Puis c'est plus... » Non. La légitimité à mes propres yeux, c'est d'arrêter de me comparer, de prendre conscience de ce que j'ai à l'intérieur de moi en compétences, expérience, connaissance, intérêt.
Si ça, il y a de quoi là-dedans, je suis pas dans un concours d'être la meilleure à te parler de ça. Je suis dans le contexte de j'ai envie de partager mes convictions par rapport à ce sujet-là avec mon point de vue à moi, qui est ni meilleur ni pire, mais qui vaut quelque chose. Puis tu parlais de pas se comparer. Oui. Qui est, entre guillemets, facile à dire, mais dans la réalité des réseaux, tu sais, t'as des idoles, t'as des amis qui parlent d'une belle façon, t'as des experts de la communication que tu vois partout. Comment tu fais pour pas te comparer dans la vie? C'est au même endroit de programmation. Je vais te présenter les 2 familles de modèles de communication que j'explique. C'est très épuré pour que ça se comprenne facilement. Il y a, j'aime dire au millénaire précédent parce que ça a l'air tellement plus loin que juste, mettons, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, tu sais. Bon. Au millénaire précédent, c'était très valorisé de s'exprimer devant les gens en essayant d'avoir l'air très professionnel pour impressionner, pour aller chercher une reconnaissance du type froid. Ah, mon Dieu, que vous connaissez donc votre sujet, puis c'est donc bien... vous avez donc bien l'air de comprendre, de connaître, mais j'ai pas compris grand-chose. Je pourrais pas retenir, je pourrais pas appliquer. Bon, ça, c'est le modèle, je l'appelle A, parce que pour moi, un A, c'est 2 lignes droites, rigides, avec une barre entre les deux. Tu peux pas jouer... tu sais, c'est rigide, c'est pointu, c'est froid, comme une ferme de toit, faut pas que ça bouge. Et j'ai le modèle B qui est rond. Puis t'imagines un modèle B en matière coussin ou une balloune. Tu sais, c'est un peu compressible, c'est confortable, ça peut s'adapter un peu. Et le modèle B, pour moi, c'est le modèle de la personne qui est professionnelle, qui connaît bien son sujet, mais qui veut avoir l'air d'un être humain, qui est intéressé à connecter avec les gens pour que les gens aient envie de fournir les efforts, de rester à l'écoute et de développer une confiance et de se dire, moi, je serais pas gênée d'aller poser une question à cette personne-là après. Et que dans ton état d'esprit, tu as des objectifs puis des intentions à choisir, ben au lieu de vouloir impressionner puis d'aller chercher de la reconnaissance puis avoir l'air parfait, tu veux suggérer, proposer, partager, puis amener les gens à écouter pour réfléchir, puis eux prendre des décisions. Fait que ça, c'est mes 2 grandes familles. Ben, en partant, si tu décides que tu veux être un B au lieu d'un A, tu viens de faire ce que j'appelle le striptease des contraintes ou du stress. Va falloir que je sois parfait. Non, j'ai pas besoin d'être parfait. Faut pas que j'oublie rien, ben j'ai appris mon texte par cœur. Non, je me suis mis des petits points, puis m'a le dire comme ça sort. Fait que là, tu sais, tu t'enlèves des stress. La personne A qui arrive, qui n'est pas nécessairement mal intentionnée, mais qui est tendue, qui est stressée, qui se met beaucoup de pression, son confort physique et mental est bas. Ben oui. Ça se voit, ça s'entend, ça se sent. Fait que autant au niveau de son choix de mots, le type de phrase, les éléments de sonorité de la voix, sa gestuelle, la tension physique qui dégage, c'est toutes des choses qui coupent
la connexion plutôt que de l'établir et la conserver. Et ça, c'est les clés pour qu'il y ait une transmission de ce qu'on veut dire ou pas. Ouais, c'est intéressant comme modèle parce que c'est vrai, quand tu te laisses cette souplesse-là, tu as quand même beaucoup moins de pression, si on veut. Puis si tu as moins de pression, tu risques d'être meilleur au bout de la ligne. T'sais. Meilleur, plus touchant. Puis être meilleur, là, c'est pas... C'est quoi meilleur? Ouais, meilleur du point de vue du taux de transmission de ce qu'on a à dire puis de la qualité de la connexion. C'est pas de se sentir mal d'avoir oublié quelque chose. C'est d'être assez professionnel pour le dire puis compléter. Tantôt, je vous ai parlé de telle chose, puis j'ai oublié de mentionner. Il y a un point important. Je voulais vous le dire, pas que vous partiez sans ça. J'ai un comportement professionnel. J'essaye pas d'avoir l'air d'une machine parfaite. Il faut avoir beaucoup de légitimité à nos propres yeux pour décider d'être un B et ne pas rechercher de se faire dire « Mon Dieu, mais t'en sais donc bien des affaires, c'est extraordinaire, mais finalement, j'ai pas compris à moitié, puis je retiendrai rien pantoute. » Au niveau de l'efficacité et même de l'efficience, parce que l'efficience, c'est t'atteins le même résultat que l'efficacité, mais avec moins d'efforts, puis c'est moins long. Fait que moi, mon approche, c'est pour être efficace, puis si possible, efficient. Puis quand tu dis l'outil en soi pour enlever le syndrome de l'imposteur, c'est-tu ce que tu viens de dire d'être, je sais pas comment tu l'as dit, pas légitime à nos propres yeux. Légitime à nos propres yeux. Oui, c'est de travailler à devenir légitime à nos propres yeux. Et là, pour faire ça, j'ai 6 listes de questions à se poser. Puis quand tu trouves pas les réponses tout seul, tu les poses aux gens, soit qui te demandent d'aller parler ou tu organises un groupe, puis il faut que tu aies des réponses. Puis des questions, là, c'est 10, 12, 15, 20 sous-questions par liste. OK. Tu sais, viendrais-tu donner une conférence? Ah oui, c'est où? Au cégep? C'est pour qui les étudiants? OK, go. Non! Au cégep, si tu es à l'auditorium, si tu es dans une classe, si tu es à la cafétéria, si tu es pendant un repas, c'est-tu des gens qui étudient dans ce domaine-là? C'est-tu des gens qui en ont jamais entendu parler? C'est-tu des allophones? Puis là, il va-tu avoir de l'amplification? Puis ci, puis ça, puis... Il faut vraiment se donner la peine ou la joie de passer au travers de 5, 6 listes de questions et ça augmente ta légitimité à tes propres yeux, ça oriente ta présentation, ça oriente même ta réponse. Oui ou non, ça ne m'intéresse pas dans ces conditions-là. Ou oui, mais à condition qu'on change cette petite chose-là, etc. Tu sais, il y a un petit côté flatteur à se faire demander d'aller ben oui, c'est sûr. Donner une conférence ou être reçu en entrevue, mais si tu poses aucune question, tu fais exprès pour pas être solide mentalement, émotionnellement, intellectuellement, puis physiquement. Mais en même temps, si tu te sens assez légitime envers toi-même, le contexte en soi est plus ou moins grave parce que tu vas t'adapter. Attends une minute. Si on parle d'une entrevue, c'est facile de s'adapter. Tu me demandes de préparer une conférence. Mettons que je tripe sur les PowerPoint. Je prépare un PowerPoint, puis je me prépare. Puis j'ai oublié de demander, maintenant, on va être à cafétéria. Le monde mange, il n'y a pas de PowerPoint, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. J'arrive là, moi, je suis toute déstabilisée, là. C'est pas quelqu'un qui est pas sûr de lui ou pas sûr d'elle qui pose ces questions-là. C'est quelqu'un qui veut être certain que sa façon de préparer sa présentation va être totalement cohérente avec qui, quand, pourquoi, comment, quand. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est pour accepter ou non d'avoir toutes les informations, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement... tu sais, qu'après ça, il n'y a pas de PowerPoint, mais là, les technicalités peuvent se poser après avoir accepté.
si t'es sûr que tu vas deliver. Non. Parce qu'il y a des gens, s'ils n'ont pas leur PowerPoint, ils se liquéfient. Oui, c'est ça. C'est une béquille. Mais quand ils ont leur PowerPoint, ils sont extrêmement à l'aise. Dans la vie, on n'est pas à l'aise ou pas à l'aise. Ouais. Dans la vie, on est à l'aise dans un contexte très précis, moyennement à l'aise dans un autre genre de contexte bien précis, puis pas à l'aise dans un autre genre de contexte bien précis. Fait que si on n'est pas masochiste, on pose au moins 5 questions. Puis moi, mes listes sont disponibles en ce moment. Elles sont même... Ben là, au moment où on enregistre, il y a la fin du Black Friday, là, les rabais. Si vous écoutez ça en 2025, les listes vont toujours exister. Vous pouvez me poser des questions. C'est vraiment pas cher, là, mais ça simplifie la vie, puis ça enlève, comme couche de stress, ça enlève tout ce que tu sais pas, vient te faire une pression. Tout ce que tu sais enlève les couches de stress. Ça, c'est sûr. Quand t'arrives, puis que t'as quand même plein de réponses, puis qu'il y a des choses qui changent, mais c'est pas 100% qui va changer. T'es capable de faire face à 2-3 changements parce que tu connais tout le reste des informations. Fait que ça nous solidifie beaucoup face à justement ce qui ne marchera pas comme prévu. Ouais. Mais si tu sais rien, s'il y a trop d'inconnus, ça, c'est trop dur, ça met trop de stress. Mais tu as quand même dit quelque chose de très intéressant, c'est que même si tu serais capable de t'adapter puis tu sais rien, ça finit que tu es quand même bien plus stressé, tu as bien plus de pression que si tu avais posé des questions que tu dis, tu sais. Ouais. Exactement. L'idée, j'appelle ça l'anticipation protectrice. Est-ce qu'on peut tout prévoir puis qu'on peut être sûr que les choses vont se passer de la façon qui est prévue? Jamais. Mais tout ce qu'on a préparé nous enlève des couches de stress puis nous augmente notre légitimité. Tu arrives, tu dis, écoute, moi, j'ai fait ma préparation. Je me suis posé des questions. Je me suis orientée que ça serait un groupe de 5 ans qui sont des enfants d'immigrants qui parlent pas tant le français que ça, ou bien des adultes qui sont aussi connaissants que moi dans mon domaine, qui veulent juste entendre mon point de vue. Je me suis vraiment bien préparée, adaptée à cette situation-là. J'arrive, il y a un changement. Ah, ben écoute, je suis un peu surprise. Tu le dis au monde. Là, je vous avise que je vais devoir un peu adapter parce qu'on m'avait dit que ce serait à l'auditorium. Finalement, c'est à la cafétéria. Je vais faire de mon mieux. Mais est-ce que je vais me sentir mal? Pas en tout. Moi, ma job est faite. J'ai posé des questions, j'ai eu des réponses, puis je me suis préparée en conséquence. Ou t'arrives, puis la lumière, l'ampoule de la projection est brûlée. Puis on n'a pas de spare, on l'a commandé, elle était supposée d'arriver la semaine passée, elle n'est pas arrivée. OK, j'ai pas à sentir de stress parce que ça dépend pas de moi. Fait que, ben, garde, on va faire ce qu'on peut. Ouais, je comprends. Mais est-ce que, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Gna, gna, gna. Puis, non. Mais est-ce c'est que ça. Tu as tout fait ce que tu pouvais faire quand c'était le temps? Ça. Oui. Parce que l'autre côté de ça, c'est vers l'anxiété, c'est de te poser trop de questions, entre guillemets, qui ne seraient pas utiles. Voilà. Le problème, c'est pas de se poser des questions, c'est quelles questions qu'on pose. Je vais-tu être aussi bonne que Joséphine? On se pose pas cette question-là. Est-ce que les étudiants vont m'écouter jusqu'à la fin? Ben, au lieu de te poser, les étudiants vont-tu m'écouter jusqu'à la fin? Pose-toi des questions. Comment je peux être concrète, intéressante, vivante? Puis si malgré tout ça, ils m'écoutent pas jusqu'à la fin, c'est
plus ma responsabilité. Fait que c'est pas se poser des questions, le problème, c'est lesquelles Ouais, on c'est se ça, pose. ouais, ça, c'est très bon. Ben, c'est ça mon approche, puis c'est ça mes convictions. Oui, oui. Puis là, allons dans le troisième système qui sont les éléments de la sonorité de la voix. Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bon. Moi, j'ai grandi dans un milieu où il y avait de la musique et du chant, et j'ai commencé à chanter très jeune, puis j'ai commencé à faire du ballet classique encore plus jeune, puis j'ai toujours eu conscience, je te dirais, je remonte jusqu'à mes 3 ans. C'est ça, je commençais le ballet à 3 ans et demi, fait que Quand même. fallait déjà que je sois consciente des effets de la musique sur moi, sinon tu peux pas danser, mais je viens aussi d'une famille où la sonorité de la voix était agressante, pas agréable. Les gens ne parlaient pas ensemble. C'était comme tu sais, c'était des monologues, c'était bon. Fait que très jeune, j'ai eu conscience que ce qu'on entend, la sonorité des voix, des bruits puis de la musique, ça nous fait sentir de toutes sortes de manières très différentes je suis mieux d'aller me cacher dans le fin fond de ma chambre, me faire oublier, c'est donc ben le fun ici, je me sens bien, je me sens confortable, je peux me laisser aller, je peux bouger, tu sais, toutes, là. Ouais. Toutes les possibilités viennent avec quel genre de son qu'on entend. En musique, en chanson, on parle des éléments de sonorité de la voix, le rythme, la mélodie, les instruments, les tonalités. Mais je trouvais aucune formation où on parlait des composantes de la voix quand on parle. Pourtant, elles existent. Ben oui, autant. Si je vous parle avec une petite voix aiguë comme ça, vous pouvez pas m'écouter longtemps. Si je veux artificiellement avoir l'air intéressante puis dynamique, puis que je me mets à avoir une intonation. « Oh, mais là, c'est épouvantable. Mais là, si tu savais... » Puis que je suis dans les montagnes russes, ça non plus, tu peux pas m'écouter longtemps. Donc, il y a la tonalité, l'intonation, le volume, la force de la voix, la vitesse, ce que j'appelle la fluidité, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des pauses? Est-ce que c'est tout pogné en moton? Est-ce que tu me parles de façon saccadée ou plus coulante? Et le 6e élément, c'est la texture de la voix. Je peux te parler avec la voix claire comme ça. Je peux te chuchoter parce que là, il y a quelque chose que je veux te dire. Un secret. Je peux utiliser ça dans un grand groupe. Pas longtemps, mais ça remonte la vigilance, ça met de la variété, bon. Ou avoir la voix rauque. Là, quand les gens ont la voix rauque, si je te parle avec la voix rauque comme ça, là, ça aussi, ça déstabilise. Est-ce que la personne est malade, elle a le rhume, elle a un cancer de la gorge, elle va-tu s'étouffer, elle va-tu être capable de continuer à parler? Les éléments de sonorité de la voix, pour moi, c'est très important de les connaître, de les comprendre, puis de jouer avec pour comprendre, numéro 1, les effets sur le cerveau des gens. La programmation pour la survie de l'espèce, là, elle n'a pas changé vraiment depuis le temps des gens des cavernes. Fait que, dans le temps, là, on recule, quand les gens vivaient en tribu, la survie était plus menacée, ils ne vivaient pas dans des maisons avec des barreux, des systèmes d'alarme, des caméras. Bien, si tu entends une voix de femme en âge d'avoir des enfants ou des voix d'enfants crier, c'est là que la réaction est la plus rapide, puis tu ne commences pas à te demander « Oh, mais qu'entends-je? Peut-être une femme qui assure la survie de mon espèce et de ma tribu. » Non, c'est comme instantané. Tu pars, l'adrénaline monte, tu t'en vas sauver la personne ou un enfant qui est l'avenir de ta tribu. Les femmes, ben il y a plus de femmes qui ont des petites voix aiguës que d'hommes. Ben ça fait décrocher l'écoute. On entend encore, mais on n'écoute plus le message. On tombe dans l'hypervigilance. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi qu'elle parle aiguë de même? Pourquoi son intonation est si
y a-tu un danger? Va-tu tomber? Ou quelqu'un qui parle très, très vite. Mon Dieu, qu'est-ce qui presse de même? Fait que là, les gens qui parlent trop vite, trop aigu, avec une intonation trop intense, nous mettent dans le contraire du confort physique et mental et nous mettent en hypervigilance qui crée une rigidité mentale et physique. On n'écoute plus. Si on n'écoute plus, on ne pourra pas comprendre, on ne pourra pas absorber, on ne pourra pas analyser, on ne pourra pas adhérer, on ne pourra pas s'en souvenir, on ne pourra pas passer à l'action. Fait que c'est pour ça que c'est important de comprendre les effets des éléments de sonorité de la voix. Si tu parles trop fort, c'est encore, tu mets le monde en alerte. Mais il y a tout le contraire aussi. Si tu parles trop lent, trop bas, pas d'intonation, des longues pauses, ça se pourrait que ton cerveau, il se dise « Ben, coudon, il se passe tellement rien. Décroche puis repose-toi parce que tu le sais pas, c'est quand le prochain moment où tu vas pouvoir te reposer. » Fait que c'est les extrêmes, le danger. Tu sais, on va dire à quelqu'un « Écoute, moi, il me perd, il m'endort, il est bien trop plate. » Bien, dans le modèle A, tu as plus de gens plates. Ils veulent tellement faire attention qu'il n'y ait pas d'émotion, puis que tout a l'air tellement professionnel. Ça manque tellement d'énergie de combattre, d'arrêter, d'écouter, qu'on n'a plus pour le restant. Le B, qui est un humain, qui est en conversation avec dans l'état d'esprit de conversation, même si je parle quasiment tout seul là, quand je fais une conférence ou une formation, je reste dans l'état d'esprit de la conversation. Il y a des pauses, je regarde le monde, j'utilise mon espion bienveillant ou est-ce que j'observe 5 choses qui font que je sais si les gens sont encore avec moi ou pas. Ils n'osent pas me poser des questions. Je peux leur dire je vois des points d'interrogation. Aimeriez-vous que, puis que, ça me permet de tendre des perches, de vérifier, c'est quoi tes de 5 proposer. Je vais te finir avec les éléments de sonorité de la voix. Je vais l'écrire. Oui. Après, on finira avec ça. Ouais. Puis pourquoi je me sens à l'aise de parler de l'espion bienveillant dans mon expérience de vie professionnelle. Alors, donc, les éléments de sonorité de la voix, tu as les 6 éléments de sonorité de la voix. Il y en a qui sont vraiment trop, il y en a qui sont vraiment pas assez. Mon travail à moi, c'est sans changer la personnalité profonde des gens, on va ramener les 6 éléments de sonorité de la voix dans une zone de confort. Pas sur un point précis, il faut que tout le monde parle de même. Non. Ça, on va quand même se rendre compte que c'est encore toi avec ta personnalité. Oui, c'est ça. Mais au lieu d'être trop ou pas assez, tu vas rentrer sur la patinoire du confort physique et mental. Puis ça, pour toi, c'est d'être conscient de ça en tout temps ou principalement dans des conférences, dans des... C'est au début de faire souvent des exercices de prise de conscience. Puis là, écoute, je te ferai pas une thérapie là, mais bon, il y a plein de choses à comprendre, puis après ça, à jouer avec, puis à faire attention. Puis l'idée, c'est qu'on va le faire assez souvent, que notre cerveau va intégrer que maintenant, c'est ça qu'on veut et qu'on n'y pense plus. Moi, je ne veux pas travailler avec les gens à les amener à être toujours en train de surveiller comment ils parlent. Bien là, tu oublies de quoi tu parles, le sens de ce que tu parles, pourquoi tu en parles. Fait que tout le côté incarné intéressant que je veux, moi, je deviendrais l'obstacle à l'atteindre en te disant « surveille-toi tout le temps ». Non, pas du tout. Alors, on s'arrête encore à tout ce qui compose l'état d'esprit au sens large. Et pour les gens pour qui c'est pas suffisant, ben là, on fait des exercices un peu plus techniques, mais c'est même pas tout le monde qui en a besoin. Puis après, ça devient ton nouveau naturel. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu sais, dans la vie, là, tu te vends à tout le monde, tout le temps, là, à tes amis, à ta blonde, à tes enfants, à tes collègues. Tu vends tes idées, tu vends ta pensée toujours. Fait que c'est sûr de bien communiquer, c'est quand même un élément
que tu fais tous les jours. Exactement. Puis la sonorité est présente 24 heures sur 24, même si on dort. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a toujours du bruit dans notre environnement. Oui. Le frigidaire qui part, le voisin qui rentre à 4 heures du matin, un chien qui jappe, une ambulance. Fait que comment t'es programmé, puis c'est quoi tes expériences de vie antérieures? Qu'est-ce qui te fait réagir? Sur quoi tu vas te conditionner de dire « Oui, j'ai déjà passé au feu, mais... » faut que je me programme que c'est pas à chaque fois qu'il y a un camion de pompiers qui passe que c'est moi, puis c'est chez moi, puis c'est moi qui va vivre encore un traumatisme. Il y a toutes ces choses-là. On a chacun nos expériences de vie, on a chacun nos sensibilités. Nos sens se déclenchent pas au même niveau pour tout le monde. Il y a des gens que le bruit, le frigidaire qui part les fait sursauter à chaque fois. Moi, je l'entends même pas, je le sais même pas qu'il part parce que c'est pas utile. Faut laisser notre cerveau nous couper de tout ce qui n'est pas significatif pour abaisser notre réactivité. Fait que chacun a ses besoins là-dedans. Mais les éléments de sonorité de la voix, la personne qui parle est responsable de ne pas jamais être dans les extrêmes, puis je vais enlever le mot jamais, de ne pas être dans les extrêmes à moins que ce soit volontaire parce que tu as un objectif. Ouais. Quand j'ai pris ma petite voix fatigante, c'est parce que je voulais vous le montrer. Si je vous dis qu'il ne faut jamais les utiliser, je ne pourrais pas vous les montrer, je ne pourrais pas vous faire ressentir que oui, ça vous tape ses nerfs. Mais tout ça, ça se change. On ne vient pas au monde avec une voix. La voix, c'est une construction. Ce qu'on a entendu, ce qu'on a vécu, puis le stress du moment. Fait que notre état d'esprit, c'est une salade, puis ça crée quelle salade de sonorité qu'on va produire nous-mêmes, puis à quoi qu'on réagit par rapport à nos environnements. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de les creuser et toutes les semaines, on me dit que je suis la seule crackpot à parler des 6 éléments de sonorité de la voix en détail pour la voix parlée, autant en Amérique qu'en Europe francophone. Je suis fière de ça. Ben oui, puis c'est ça qui est le fun, d'avoir une approche différente aussi. Tu sais. Ben, c'est dans ma personnalité. Ouais. Toute ma vie, j'ai cofondé des affaires quand je voyais que ça n'existait pas. Moi, reproduire, être là... 4 223e personne qui fait la même chose de la même manière, ça correspondra jamais à ma personnalité. Jamais, jamais, jamais. Ah, ben, en tout cas, très intéressant. Puis là, tu veux-tu revenir sur tes 5 points de l'espion bienveillant? Ben, si tu veux, si tu veux. On va finir avec ça, vas-y. Alors, j'ai travaillé longtemps avec les personnes sourdes et les personnes malentendantes qui ne sont pas les mêmes personnes. Tu sais, quand on dit « Hey, il faut pas dire sourd, il faut dire malentendant », non, parce que c'est pas les mêmes personnes. Une personne sourde est une personne dont la surdité est tellement grande qu'elle profite pas d'amplification, puis elle utilise pas ou très, très peu le son, puis elle a tout transféré dans l'utilisation de la vision pour communiquer. Les malentendants sont plutôt les personnes qui, avec soit un appareil auditif, un amplificateur de téléphone, de télé, continuent de fonctionner oralement avec du son plus fort. Ouais. Donc ça, c'est... Moi, j'ai travaillé avec les deux. Dans les deux cas, compléter avec le visuel ou se fier juste au visuel, c'est très important. J'ai cofondé à l'Université de Montréal avec d'autres filles, 2 autres en particulier, une formation pour les interprètes pour les personnes sourdes. Parce qu'avant, c'était, ben ma mère est sourde, mon père est sourd, mon frère est sourd, ma soeur est sourde. Puis, il avait appris soit la langue des signes ou à donner du support, mais il n'y avait pas le côté professionnel. Il n'y avait pas la compréhension de c'est quoi une langue, c'est quoi un son, c'est quoi l'image d'un son, etc., etc. Donc, moi, comme c'était mon domaine, ben, j'ai contribué à mettre sur pied ça. Et j'enseignais, entre autres, l'importance de l'expression faciale, de la posture du corps puis de la gestuelle. Puis si tu fais des grands gestes,
rapide, ou si tu fais un geste plus doux, plus lent, plus petit, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Donc, si on revient à l'état d'esprit de conversation, que la personne est à peu près la seule à parler, mais elle veut connecter avec son auditoire ou avec... Même si on est 1 à 1, ça marche quand même. Comme aujourd'hui, je parle beaucoup plus que toi. Ben oui. Mais j'observe ton regard. Numéro 1, là, tes mimiques et regards. Numéro 2, la posture de ton corps. Numéro 3, est-ce que tu bouges beaucoup? Numéro 4, est-ce que tu fais beaucoup de bruit? Okay. Numéro 5, j'essaie de sentir et de voir si tu as de la tension musculaire. Donc, il y a de quoi qui te stresse, il y a de quoi tu n'es pas confortable. Déjà, avec ces 5 éléments-là, là, si je vois pas tes yeux allumés, puis que je vois jamais de sourire, je vois jamais de face qui change, tu me suis pas. C'est une information que tu me donnes sans me le dire avec des mots. Ouais. Si, mettons, comme là, tu es assis confortablement, mais je sens pas que tu cherches à te reculer, c'est pas parce que tu n'es pas penché vers moi que tu n'es pas intéressé, mais je vois que tu es confortable, tu n'es pas tout le temps en train de gigoter, mais tu n'es pas zéro geste non plus, tu n'es pas en train de dormir. Fait que ça aussi, c'est comme les éléments de sonorité de la voix, c'est les extrêmes qui doivent nous alerter. Et là, on tend la perche. Oh, je t'ai-tu perdu? Là, tout d'un coup, on dirait que ton regard a changé. Ou j'ai l'impression que tu me regardes plus, tu m'écoutes plus. J'aimerais ça que tu me poses une question. Est-ce que c'est parce que tu n'es pas d'accord avec quelque chose que j'ai dit? Est-ce que tu as l'impression d'avoir déjà appris le contraire de quelque chose que je t'ai dit? Est-ce que tu as l'impression que je te parle chinois? As-tu l'impression que les suggestions que je te donne pour améliorer ta communication, tu te dis, hey, c'est bien beau ça en théorie, mais mon Dieu, je me vois jamais faire ça, puis tu décroches. Fait que je suis responsable comme locuteur principal, non seulement des éléments de ma voix, de la sonorité de mes phrases aussi. Si je te fais toujours une phrase, sujet, verbe, complément, ça va ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta. Tu sais, il y a 5-6 sortes de phrases, faut varier. La vigilance puis l'intérêt, là, ben, c'est autant mon sujet comme tel que mon choix de mots, que la sonorité des phrases, que les éléments de sonorité de ma voix. Tout contribue à remonter régulièrement la vigilance puis l'intérêt. Mais ce que tu dis, c'est pas la synergologie? La synergologie, c'est mon espion bienveillant poussé à l'extrême. Okay. La synergologie, ils vont t'amener à dire « Ah, t'as-tu vu? Il y a le coin gauche de l'œil a remonté un peu. Ça, il y a juste son sourcil droit qui a monté. Ah, la lèvre un petit peu montée. » Puis là, c'est très, très précis. Il y a des choses un peu plus globales. C'est comme il est toujours penché à droite, ça veut dire telle chose. Il est toujours penché à gauche, ça veut dire telle autre chose. Mais moi, honnêtement, quand c'est moi le locuteur, puis je suis pas observatrice, je veux pas aller dans le détail de la synergologie parce que je serais plus tout incarné dans ce que j'essaie de transmettre puis d'être en contact avec toi. Par contre, si tu me dis, je t'invite à une rencontre comme observatrice, là, je vais écouter, je vais noter les éléments de sonorité de la voix, le type de mots, le type de phrase, le type d'exemple et tout le non-verbal. Parce que j'ai pas à intervenir, je peux tout me concentrer là-dessus. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, c'est un moment donné, c'est ça, ça te prend de l'énergie à analyser tout ça. Tu peux pas parler puis penser à tout ça en même temps. Non, ben moi, c'est ma croyance, là. Ouais. Ça prend tellement d'énergie à être incarné, penser à ce que je veux dire, pourquoi je dis ce que je dis. Ça m'amène à... Non, ça, c'est pas important. Oui, ça, tu sais, si on veut être pertinent, il faut quand même analyser un peu, juste quelques secondes avant de dire ce qu'on va dire, faire attention à ma respiration,
faire attention aux éléments de sonorité de ma voix. Pas hyper conscient parce que moi, je suis très entraînée, puis mon subconscient puis prend le relais, mais s'il y a un problème, là, il faut que je revienne un peu plus au conscient. Tu vas le détecter. C'est déjà... Moi, je trouve que j'en ai déjà plein mes bottes en faisant ça pour bien connecter. Donc, pour moi, là, plus précis que mes 5 éléments grossiers de mon observateur, de mon espion bienveillant, et le mot bienveillant, il n'est pas là pour rien, je cherche pas des poux. Mm-hmm. Je cherche des indices pour rester en connexion avec Ouais, ben c'est ça. personne. Encore une fois, dans l'autre balance, c'est de regarder le monde, dire hey, lui, il m'écoute pas, et lui, ça l'intéresse pas, hey, lui, il trouve c'est plate. Le mané, tu deviens. Tu deviens de l'opposé complètement. Ben, c'est des distractions, justement, qu'il faut éviter. Ouais. Se poser des questions sur soi ou sur les autres qui sont pas juste sur je continue-tu dans ce sujet-là? Bon, là, je pense que ce sujet-là, il vous intéresse moins. Aimeriez-vous mieux que j'arrête là puis que je passe au sujet suivant puis tout le monde fait un petit ou personne dit non, change pas de sujet. Tu dis, OK, j'ai compris, on va changer de sujet. Ben, pour moi, ça, c'est suffisamment de préoccupation. Ouais. C'est ça, commencer à dire, il y en a 3 à gauche qui me regardent pas, puis 2 qui ont la face dans leur téléphone, puis 1 qui se gratte sans arrêt. Ça, c'est chercher les distractions. Ouais. Et les distractions, il y en a qui viennent de nous, il y en a qui viennent des autres. Et ça nous déstabilise, ça fait perdre le fil, ça augmente le stress. Donc, on s'entraîne, dans mon approche, on s'entraîne à décider d'un niveau de tolérance à des choses qui pourraient être dérangeantes, puis à ne pas se laisser distraire, etc., là. Donc, c'est toute une programmation. Oui, quand même. Mais ça a l'air compliqué comme ça, là, puis finalement, ça ne l'est pas pantoute. Non, c'est ça. Ben, tu sais, les concepts restent qui sont quand même simples. À un moment donné, c'est d'être conscient de ça, puis... Je trouvais ça très intéressant, en tout cas, ce que tu amènes. T'aurais-tu une dernière chose que tu aimerais partager? Oui. Vas-y. Là, j'ai parlé de beaucoup de choses, mais chaque humain a ses talents, ses points forts, puis ses choses à surveiller. Fait que je travaille jamais tout ça avec une même personne. Là, ça a l'air gros, ça a l'air beaucoup de détails, mais moi, là, je suis pas un prof. Je suis une coach, une thérapeute, une accompagnatrice, une vulgarisatrice. Mais mon programme, c'est toi. Tu peux être, là, le plus grand conférencier du monde, super aimé, super confortable, mais en entrevue, question-réponse, là, t'es pas à l'aise parce que t'es habitué de parler tout seul puis pas laisser de place aux autres. Ben c'est ça qu'on va travailler, pas d'autre chose. Puis, tu sais, les gens, tantôt on parlait de contexte, là, ben c'est ça. Tu peux être un excellent communicateur dans un contexte bien précis, moyen dans un autre, puis pourri dans un autre, et t'es la même personne. Fait que quelqu'un qui dit « Moi, je suis un bon communicateur », ça veut dire que ça va bien tout le temps, partout, dans tout. Ça n'existe pas. C'est que t'es pas conscient de quelque chose, si c'est ça. Là. Ben ouais, il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances que t'es si pas conscient. Tout est parfait dans tout, là. Ouais, puis tu sais, c'est pas humain d'être parfait. Non, puis je travaille pas non plus pour que les gens arrivent à être parfaits. Je travaille pour que les gens arrivent à un niveau de confort que là, ils se disent « Ouais, OK, maintenant, je me sens assez légitime à mes propres yeux. Je me sens assez confortable que quand je vais avoir en réunion, par exemple, à dire à quelqu'un « T'es hors sujet », je m'énerverai plus. Là, j'ai compris mon autorité naturelle, juste dire « Écoute, ce sujet-là, c'est pas qu'il n'est pas intéressant, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. » Fait que je t'invite à prendre une note, me demander un rendez-vous ou qu'on le mette à la prochaine réunion au lieu de « Ah, t'es pas encore en train de nous sortir une affaire hors sujet. » Puis là, ça met tout le monde mal à l'aise. Puis toute la suite de la réunion se passe pas bien. Fait que ce soit en réunion, soit un gestionnaire, un formateur, un superviseur, un conférencier, un vendeur, vente conseil, service à clientèle.
T'as-tu quelque chose à transmettre? Oui. T'as-tu à parler avec du monde? Oui. T'as-tu même des informations à aller chercher? Faut que tu ailles chercher la collaboration du monde. Tu sais, je forme des fois des techniciens en informatique. Les gens vont dire, ben voyons, ça parle pas un technicien en informatique. Ouais, mais si tu n'es pas capable de communiquer avec ton client, pourquoi tu poses autant de questions? Non, c'est pas pour te faire sentir poire en informatique. Non, c'est pas parce que je veux la couleur de tes petites culottes. D'être capable d'exprimer pourquoi je pose telle question, en quoi c'est avantageux pour toi, le client. Puis là, tout d'un coup, tout le monde change d'attitude, les questions, les réponses, tout est plus fluide, tu te pognes plus, c'est moins long, les clients sont plus contents, ton boss te chicane pas pour dire « Mon client veut réduire la facture parce que ça a pris 9 heures, ça risque d'en prendre 3. » Ouais, mais il voulait pas répondre à mes questions. Mais tu sais... Ouais, c'est ça. T'es amené comment tes questions? Puis la personne ne comprend pas pourquoi tu poses des questions, puis tes questions sont pas claires, puis sont pas dans un langage qu'elle comprend, puis elle sait pas quoi te répondre. Fait que c'est n'importe quelle situation de vie. Et même entre conjoints et parents-enfants et parents-ados. Ben, c'est un peu ce que je disais tantôt. Tu communiques tout le temps avec plein de sortes de gens d'une journée. Fait que c'est très intéressant. Merci beaucoup, Andréane. C'est où qu'on peut te rejoindre au besoin? On va mettre les liens dans la description, mais c'est où majoritairement? Je suis principalement active sur LinkedIn où je m'appelle Andréane, coach voix sonorité. Un nom de famille, pour moi, ça apporte pas d'informations, fait qu'il y en a pas. C'est ça. Et sur Facebook, Andréane, DES_ coach. C'est les 2 endroits où je publie le plus. Un peu Instagram, où ça s'appelle... je pense que ça s'appelle comment dire, ou Andréane comment dire. J'y vais pas beaucoup. OK. Bon, mais... De toute façon, on va mettre les liens pareils. Exactement. Et puis... vous me demandez une connexion sur LinkedIn ou sur Facebook, vous avez des questions. Il y a beaucoup de publications, donc il y a beaucoup de matériel gratuit sur mes réseaux sociaux. Après, ben pour le comment pour vous, ben c'est différent du comment du voisin. Fait que ça, c'est la partie service payant, en individuel ou en petit groupe. Puis je donne aussi des formations qui sont reconnues par l'Ordre des CRHA. J'ai 3 heures de reconnu. Okay. Fait que vous faites une pierre 2 coups. Si vous êtes membre de l'Ordre des CRHA, vous apprenez quelque chose de super utile. Puis en plus, vous avez 3 heures de fait. Puis la dernière chose, je donne des formations avec l'école qui s'appelle Technologia Formation Conseil, qui est une formation de 3 heures et quart à peu près, en petit groupe. Oh, wow! Fait que si... Je l'aime, mon sujet! Ben oui, c'est ça. Fait que si t'écoutes, t'as des questions, ben ils peuvent t'écrire aussi directement, aussi pour du coaching, quoi que ce soit. Oui, ben un coup qui m'ont demandé une connexion. Après ça, on peut avoir une conversation privée par écrit. On peut jaser en virtuel avec la caméra, parce que le non-verbal... Je l'aime, même si je vous parle plus du verbal. Oh, oui, c'est ça. Ça fait partie de la communication. Ben oui. Moi, je l'exclus absolument. Clairement. Merci beaucoup, c'était un plaisir, puis je te souhaite une magnifique journée. Merci. Bonne communication à tout le monde. Yes, let's go, parlez bien, là. Bien parler, là, ça veut dire connecter. Ça veut pas dire parler comme Radio-Canada. Voilà. On finit là-dessus. Alors, connectons. Connectons.